de la gendarmerie nationale, notamment de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, ont eu raison de ce gang de malfrats. Ils ont été neutralisés par ces derniers. Et nous allons vous présenter les faits dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. À Ayumodjok, ce sont les populations qui sont en colère et réclament purement et simplement de meilleures conditions de vie, privées d'électricité et d'eau potable depuis plus d'un mois, voire 2 mois déjà. Ces populations ont assiégé l'esplanade de la sous-préfecture. Le patron des lieux a dû employer des méthodes de négociation et de concertation pour ramener la sérénité, le calme auprès des populations. Et puis c'est désormais officiel, l'année scolaire 2021-2022 connaît son top départ. La date officielle de la rentrée a été rendue publique ce mercredi à la suite d'un communiqué conjointement signé des ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base. La date officielle de la rentrée est pour le lundi 6 septembre 2021 prochain. Et puis, nous parlons de sport et notamment du championnat Elite One qui est rendu à sa 21e journée. Encore de l'espoir pour l'Union sportive de Douala, le club aux millions de supporters, les Kamakai, devront encore cravacher dur pour continuer à jouer en Elite One, tandis que AS Fortuna termine leader de ce groupe A. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre extrême fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons par un fait de société, notamment dans la ville de Konsamba, où il est question d'un échange houleux de coups de feu entre éléments de la gendarmerie nationale et un redoutable gang de présumés malfrats qui opérait dans cette partie du triangle national, informé d'un braquage qui se déroulait au quartier 9 dans le chef-lieu du département du Mungo. Les éléments du commandant de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord ont justement assiégé les lieux. Ils ont eu forte affaire à les assaillants, notamment ce groupe de bandits, avant de finalement parvenir à les maîtriser. Jean-Jacques Médina, Château-Vallon. Informé d'un braquage en cours au quartier 9 de la ville de Konsamba par un redoutable gang de présumés malfrats lourdement armés, le commandant de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, accompagné de quelques éléments, vont se déployer sur les lieux pour porter secours aux populations terrorisées. Dans ma chambre, ils ont apporté beaucoup d'argent parce que j'ai perdu ma tante pour aller à la mort. Je me préparais aux obsèques de ma tante. J'avais donc déposé de la liquidité là-dedans, ils ont vidé, ils ont avoué. C'est même ce qui a créé le problème entre eux parce qu'ils se discutaient le partage. L'autre a dit je prends la télé, l'autre dit je prends l'argent. Oui, ils ont ramassé et ils ont même déshabillé complètement mon matelas. S'il n'était même pas orthopédique, ils seraient partis avec mon matelas. Et une fois sur les lieux, le capitaine Mebouins Daniel Fris et ses hommes vont essuyer des coups de feu du camp des assaillants avant la riposte qui a donné lieu à un échange de tirs bien nourri entre les hommes en tenue et les malfrats. Bilan de la fusillade, un présumé braqueur touché mais hors danger après sa prise en charge à l'hôpital régional de Konsamba et ses 5 complices maîtrisés, actuellement en garde à vue à la brigade terre des Boum. Bon, ils se comportaient bizarrement. C'est-à-dire? La manière de marcher, même les cheveux, ça pouvait que c'était les suspects. Donc la manière de marcher, les cheveux me manquaient. Tout le temps, ils passaient le temps là derrière la maison là-bas. Les groupes étaient toujours là derrière, mais on avait peur. Les odeurs de chanvre indien? Toujours. Les odeurs de chanvre? Tellement. On est pour courage de les affronter. Même la maman aussi.
Aujourd'hui, quand on les a arrêtés, est-ce que c'est un soulagement? Papa, c'est un soulagement, même pour la maman, la grand-mère, même pour elle. Nous sommes tellement contents de votre travail ici, là, dans le secteur. Nous sommes tellement fiers, moi-même aussi, en question, parce que je n'étais pas en paix. Ok. Vous vous sentez libérés au quartier désormais qu'ils ont été arrêtés? Oui, nous sommes libérés vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment pour le travail que Dieu nous a envoyé dans ce quartier. Nous sommes vraiment libérés. Et nous pouvons seulement dire on reçoit. Merci vraiment, que le bon Dieu vous donne la force de continuer toujours votre travail. Comme ça, que tout le public soit aussi en paix. Et comme à l'accoutumée, le capitaine Mebouins Daniel Fris invite les populations de Nkonsamba et celles du Mungo en général à collaborer davantage avec les éléments de force de maintien de l'ordre et de sécurité pour assurer en tout temps et en tout lieu la protection des hommes et de leurs biens. Rendons-nous à présent à Eyumodjock pour nous intéresser au quotidien des populations. Cette population est en furie et pour cause, le manque de lumière et d'eau potable depuis plusieurs mois. Les bonnes fontaines et autres forages érigés là-bas ne fonctionnent plus. Une situation difficilement acceptable. Les poteaux d'électricité tombent les uns après les autres. Face à cette situation, cette population, comme un seul homme, s'est levée et a assiégé la sous-préfecture de cet arrondissement. Il a fallu la dextérité et surtout le tact du sous-préfet Eli Bessingwa pour ainsi ramener la sérénité et le calme dans cette partie du triangle national où déjà sévit au quotidien une bande armée, notamment se réclamant de l'état virtuel de l'Ambazonie. Reportage. La population de l'arrondissement de Eyumodjock, dans le sud-ouest du Cameroun, est aux abois. Un ras-le-bol et une colère de ces hommes, femmes et enfants exprimés à travers une marche pacifique dans les rues et artères de cette unité administrative avec en toile de fond de revendication le manque d'eau potable et d'électricité depuis plusieurs mois déjà. Nous n'avons pas d'eau pour boire, nous n'avons pas l'électricité pour voir où nous marchons et même de l'électricité pour pouvoir conserver nos aliments dans nos réfrigérateurs. Nous n'avons rien, nous n'avons même pas la possibilité de charger nos téléphones portables. Comment allons-nous faire pour même nous rendre dans les brousses pour cultiver le champ? Même ça, nous n'avons même pas la possibilité à raison de la crise qui sévit ici, vous le savez tous. Partis de leurs domiciles respectifs et comme un seul homme, cette population en furie a assiégé l'esplanade de la sous-préfecture d'Eyumodjock. Objectif présenté une fois de plus leur doléance désidérata au sous-préfet de cet arrondissement, soit entre autres l'utilisation récurrente des groupes électrogènes, le mauvais état des forages et surtout l'affaissement des poteaux électriques, une véritable épine au pied pour les populations à Eyumodjock. Nous vivons dans l'insécurité totale ici à Eyumodjock. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour surmonter toutes ces difficultés, mais rien n'est facile. La vie est d'autant plus compliquée à raison du mauvais état des infrastructures de base. La mairie que je dirige, avec de bonnes intentions, est même incapable de pouvoir apporter des solutions aux populations. Face à cette foule en liesse, Eli Étonné Bessinga a joué la carte du bon père de famille. Après avoir attentivement écouté les plaintes de ses administrés, le sous-préfet a rassuré ces derniers de l'ensemble des mesures mises en route pour leur offrir de meilleures conditions de vie. Vraiment, je ne suis pas loin d'être un citoyen de cette localité. Je suis votre sous-préfet, c'est vrai, mais je connais les mêmes problèmes que vous. Je sais ce que vous endurez dans vos domiciles respectifs. Je vous invite à retourner à la maison. Tout est mis en œuvre pour vous apporter de l'eau et de l'électricité. L'entreprise en charge du courant électrique est en passe de venir régler le problème des poteaux qui sont tombés, mais également le problème du forage sera résolu dans un très court délai. Je profite de l'occasion pour vous inviter à rappeler vos fils et filles, surtout vos frères qui sont encore dans les brousses. Je prêche ici pour le retour à la paix. C'est l'un des éléments fondamentaux qui permettrait de meilleures conditions de vie à tous et à chacun, moi y compris.
that the President of the Republic and the entire government. Pour l'heure, le calme est de retour dans l'arrondissement de Yumodjok où les populations, rassurées par le chef de cette unité administrative, ont repris goût à la vie en attendant le retour de la lumière et de l'eau potable. À Yaoundé et précisément dans le département du Mfundi, c'est le préfet Emmanuel Ndjingdam qui tape du poing sur la table après un constat malheureux, celui de l'anarchie, du désordre et du non-respect de la réglementation en vigueur en ce qui est de conducteurs d'engins à 2 roues à titre onéreux. Le préfet entend ramener la sérénité au sein de cette profession plutôt évoluant dans le secteur informel et surtout permettre ainsi de réglementer mieux ce secteur et de le régulariser tel que prescrit par les recommandations du Premier ministre chef du gouvernement. Et à l'occasion, le préfet du département du Mfundi vient de tenir une importante réunion et concertation avec les différentes parties prenantes pour trouver un terrain d'entente. Des précisions de Mohamed Essoumba II en Mambrissingomo. La loi devra s'appliquer avec toute sa rigueur. De nombreuses mesures prises par le préfet du Mfundi pour contribuer à assainir ce métier, à l'origine de plusieurs tensions sociales dans la ville de Yaoundé. Sachons donc que le Cameroun est un état de droit et dites à vos membres que la récréation est terminée. Vous devez inviter vos membres à respecter les règles de conduite, c'est-à-dire le code de la route. Respecter les feux, respecter les zones délimitées par les municipalités. Que les présidents des syndicats et présidents d'associations aient le contrôle sur leurs membres. Le port du gilet est obligatoire. Lors de cette réunion avec les responsables des syndicats, au cours duquel le profil idéal du conducteur de moto-taxi a été défini par les autorités, Emmanuel Mariel Djigden va inviter les présidents des syndicats à amener leurs membres à respecter les conditions arrêtées. Et il faut faire identifier vos membres auprès des municipalités conformément à la réglementation. Et que les mototaximens dénoncent les hors-la-loi qui se camouflent derrière leur activité. Constat fait, l'examen de la question de Ben Skinner à Yaoundé apparaît comme un terrain hyper glissant. Les détracteurs, les chercheurs d'intérêt viennent s'intercaler. Ils nous empêchent de continuer à faire ce que l'administration nous demande. Nous sommes des facilitateurs. Dès que nous prenons ceci, nous savons que c'est clair. Les accidents liés à cette activité sont légion, de même que l'implication des mototaxis dans la gêne de la circulation et dans de nombreux cas d'agression relèvent des faits quotidiens. Un bon matin, si un président était trop dur, il s'en va à tout le monde, il dit ne venez plus ici. Vous voyez 2, 3, 4 qui sont retirés, qui ont tué un autre site. Et ça a commencé, ils se revendiquent d'être d'un site, personne ne les maîtrise. Conséquence, on a tellement d'agressions à bord de moto, on a des cas de mort, ne sont pas que par accident. Les cas de mort, on a beaucoup d'agressions de vol de moto et autres, on parle du champ et autres, c'est normal. Et dans cette activité, il n'y a plus que les Camerounais qui la font. Nous sommes envahis par les Centrafricains, pas les Tchadiens, pas les autres. Si on ne peut pas identifier ceux qui travaillent, on ne sait même plus qui porte au Camerounais, qui rentre chez lui. Par conséquence, on vous prend, on vous agresse en série. Contrairement au discours dominant qui ne voit en elle que des vagabonds, des vandales, des irresponsables, des contestataires, des déracinés, des voyous, des voleurs, des bandits, des pyromanes, des drogués, des délinquants, des chômeurs, cette jeunesse désœuvrée fait pourtant preuve d'une réelle capacité imaginative et entrepreneuriale. Perçue ici comme un problème social et appréhendée à travers les catégories de la déviance, de la marginalisation et de l'exclusion, ils ont appris à braver ces images réductrices qui occultent leur esprit d'entreprise. Ces transporteurs d'un autre genre, de par leur force et leur nombre, s'imposent désormais comme des véritables masters of the route. Il est donc urgent que l'État écoute ces nouveaux maîtres de la cité, car leur violence quotidienne est aussi le cri d'une jeunesse méprisée et chosifiée qui veut se faire entendre par tous les moyens. Si une moto est impliquée dans un accident ou une mise à fourrière, ceux qui viendront en renfort
pour acheter le problème auront une peine double. Et puis nous parlons d'éducation, un dossier de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Vous le savez, une vive polémique était née autour de la date de la rentrée pour l'année scolaire 2021-2022. C'est désormais dans les orties. Les ministres des enseignements secondaires et l'éducation de base, à travers un communiqué conjoint signé ce 25 août 2021, consacre la date de la rentrée scolaire pour le lundi 6 septembre 2021 prochain. Finalement, une confirmation qui vient d'être donnée donc et qui fait l'objet de ce reportage signé Patrick Ngwanya. Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires, signé hier, met fin aux supputations sur un probable report de la rentrée scolaire 2021-2022. La date du 6 septembre, préalablement annoncée, a été retenue et confirmée dans un communiqué rendu public. La dite rentrée s'achèvera le 26 juillet 2022. Cette sortie vient définitivement mettre fin aux rumeurs sur un probable report qui a fait le tour des médias et même des réseaux sociaux. En raison de la crise sanitaire, les activités scolaires se tiendront en préséance et ou à distance, ont précisé les ministres dans leur communiqué. Pour rappel, l'année scolaire écoulée a été très perturbée par la crise sanitaire qui sévit dans le monde. Nous restons en éducation et notamment dans la ville de Douala. Nous parlons du type d'éducation privée et le matricule de l'élève qui refont surface précisément autour de la sectorielle de l'éducation de base pour la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. Les travaux ont justement été tenus ce jour dans la capitale économique du Cameroun, Douala, avec son lot d'innovations, question d'apporter également des perspectives nouvelles, des orientations et des opportunités pour les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. Ces informations ont d'ailleurs été relayées par le délégué régional de l'éducation de base. C'était en présence de nos reporters Jean-Jean Medna et Patrice Foucault. La feuille de route de l'éducation de base pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 déroulée à la communauté éducative de la région du littoral au lendemain de la conférence sectorielle nationale qui a regroupé du côté de Yaoundé les responsables des services centraux et déconcentrés autour du ministre de l'éducation de base. Le délégué régional du Minédub a retransmis à ses collaborateurs les prescriptions du professeur Laurent Sèche et Tondjingwa. Il est question de gérer nos effectifs avec efficacité, de contrôler la ponctualité, l'assiduité et la régularité au poste de travail. Sur le plan pédagogique, il faut dérouler tout ce qui est prévu comme activité. Il faut couvrir les 900 heures d'enseignement. Et pour y parvenir, il faut développer des stratégies adéquates pour que, en fin d'année, ces programmes soient couverts à 100%. Sur le plan financier, il est question d'utiliser avec parcimonie, avec efficacité les fonds mis à notre disposition. Sur le plan sécuritaire, il faut identifier les enfants. Il faut que tous ceux qui sont dans nos écoles soient identifiés. Bref, il faut que tous les accompagnateurs de nos enfants de l'école maternelle soient identifiés pour qu'il n'y ait pas de confusion. Les principales difficultés l'année dernière pour les manuels scolaires, c'était d'abord l'importation des manuels scolaires qui ont été fabriqués à l'extérieur et également les difficultés financières dues à la présence du Covid-19. Parce qu'il y a eu un retard, surtout à notre niveau, pour l'arrivée de ces manuels scolaires au Cameroun. Au-delà des plans didactiques, pédagogiques et autres financiers, passés au peigne fin, l'année scolaire qui s'est achevée étant marquée par le contexte sanitaire lié au coronavirus. Le volet sanitaire a occupé une place de choix au cours de sectoriel de l'éducation de base de la région du littoral. Il est question pour nous d'interroger une fois de plus la police sanitaire élaborée par le Minédub. Il est question pour nous de faire recours
n'est-ce pas, à la commission régionale de lutte contre le Covid dans les écoles. Et je rappelle également ici que nous avons une inspection médico-scolaire avec médecins et infirmiers. Tous ensemble, avec les outils collectés, on va se réunir, on va travailler la main dans la main pour botter hors de nos écoles ce Covid. Le type d'éducation de base privée et le matricule de l'élève qui refait ainsi surface sont entre autres les innovations de la prochaine rentrée scolaire. Il sera dorénavant prévu 2 types d'écoles privées. Les écoles privées de base libres. Libres en ce sens qu'ils vont fixer les taux de pension. Bref, ils vont évoluer sans l'apport financier de l'État. Mais toutefois, ils sont tenus de respecter le cadre réglementaire. C'est l'État qui donne l'agrément de création, l'agrément d'ouverture. Ils sont tenus d'appliquer les horaires et programmes édictés par le gouvernement. Là, c'est les écoles privées de base libres. Il y aura le deuxième type, les écoles privées de base sous contrat. Ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas voler de leur propre aile vont tendre la main à l'État. L'État va les saisir. On va signer d'accord parti un contrat. Et en ce moment, on parle de subvention. Déjà dans le registre matricule, il y a les antécédents médicaux qui sont inscrits. Il y a des directives, des consignes que le Mineduc a données pour que ce document soit produit. Donc, il a circonscrit tous les aspects relatifs aux violences en milieu scolaire et qui sont inscrits soit dans les colonnes prévues pour chaque élève et pour chaque enseignant aussi. Et avec la confirmation du 6 septembre 2021 comme véritable date de la prochaine rentrée scolaire, élèves, enseignants et administration affûtent désormais leurs armes. Toujours en rapport avec l'éducation de base, les responsables de cet ordre d'enseignement de la région de l'Ouest du Cameroun étaient réunis justement en concertation à l'effet tout d'abord de faire un tour d'horizon des activités menées au courant de l'année dernière, mais aussi d'identifier les faiblesses, surtout d'y apporter des solutions bien plus préparées sereinement. La nouvelle année scolaire 2021-2022 qui se profile déjà à l'horizon. Patrick Ngoignan et Herbert Kwamo. Du bilan dressé par le délégué régional de l'éducation de base de l'Ouest, l'on retiendra que malgré la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, l'année scolaire 2020-2021 s'est déroulée dans le calme et la sérénité sur les plans administratifs, sécuritaires, pédagogiques, financiers et des activités post- et périscolaires, et ce, dans le strict respect des instructions ministérielles. Les différents résultats aux examens de concours se présentent comme suit. Au CEP, nous avons inscrit 56 622 candidats pour un taux de réussite de 66,99%. Au fait, pour le certificat, 12 438 candidats ont été inscrits pour un taux de réussite de 88,36%. Au commun 15, 10 808 inscrits pour un taux de réussite de 77,82%. Au total, globalement, nous avons enregistré 79 867 candidats, 56 800 ont été déclarés admis pour un taux de réussite global de 71,65%. Sur le plan pédagogique, les activités d'enseignement-apprentissage ont démarré effectivement le 6 octobre 2020 et se sont déroulées jusqu'en fin d'année scolaire dans le calme de la sérénité, ce qui a permis de réaliser un niveau de la maternelle, un taux de couverture de programme de 99,87%. S'agissant du primaire, 95,15% du programme a été couvert pour un taux de passage à l'entrée supérieure de 90,12%. Quant aux examens, les programmes ont été couverts à 98,26%. Le gouverneur de la région de l'Ouest a félicité la famille de l'éducation de base de son territoire de compétence pour ce résultat glané. L'autorité administrative a relevé et a condamné avec la dernière énergie les maux qui ont émaillé l'année scolaire 2020-2021 avec en prime l'absentéisme et des abandons de postes constatés ça et là avant d'interpeller les acteurs de l'éducation de base
à s'investir davantage pour des résultats plus élogieux. Ils doivent tout faire pour préserver les acquis, ensuite relever les défis. Et parmi ces défis, il y a des défis sécuritaires, sanitaires, et même le fait que durant l'année académique 2021-2022, il y aura la CAN dans la région de l'Ouest, dont on a peur qu'avec cette effervescence, les élèves peuvent être distraits. Donc ils doivent travailler sur ces programmes pour s'assurer que le programme de l'année est respecté et qu'à la fin d'année, qu'on puisse avoir des résultats plus probants que l'année précédente. Il a été question pour les responsables d'éducation de base de la région de l'Ouest, pendant ces assises, de tirer les leçons sur les dysfonctionnements observés pendant l'année scolaire écoulée et d'élaborer des stratégies idoines pour conduire avec efficacité les activités de l'année scolaire qui pointent à l'horizon. Bon à savoir, l'année scolaire 2021-2022 est placée sous le thème « Modernisation et résilience du système éducatif pour une éducation de qualité, une autonomisation des apprentissages, des options d'opérationnalisation au niveau central et déconcentré ». Dans la région du Sud, nous évoquons toujours la problématique de l'éducation de base à l'orée de l'année scolaire 2021-2022. Les différents responsables étaient justement réunis autour de l'inspecteur général des services du gouverneur de la région du Sud du pays, surtout autour de la thématique de cette nouvelle année scolaire, modernisation et résilience du système éducatif pour une éducation de qualité et des apprentissages autonomes. Patrick Moignan et Serge King. Les travaux de la première sectorielle des responsables d'éducation de base pour la région du Sud se sont ouverts sur un bilan peu satisfaisant pour cause de pandémie du Covid-19 qui a eu un impact négatif sur le système éducatif, qui a fortement perturbé et a amené la communauté éducative à revoir les méthodes d'enseignement et a produit quelques bons résultats aux examens officiels. Vous savez, nous sommes en train de dresser le bilan de la situation de l'année scolaire 2020-2021 avec toutes les difficultés qui entourent. Nous sommes en train d'entrer en 2021-2022. La situation n'est pas complètement effacée avec ce qui concerne le coronavirus. Je les interpelle tout juste de prendre des mesures appropriées pour que nos enfants apprennent dans des conditions qui les mettent en distance avec ces pandémies qui mènent notre pays et le monde tout entier. La tenue des sectoriels à la veille de chaque rentrée scolaire est l'occasion de dresser un bilan de l'année scolaire écoulée sur le plan administratif, financier et sanitaire et élaborer les stratégies pour assurer une bonne rentrée scolaire 2021-2022. Pour les pouvoirs publics, cette rencontre intervient à point nommé. Il s'agit là de capitaliser les résultats obtenus et surtout de prendre des mesures pour la lutte contre le Covid-19. Dans la région du Sud, on devrait se réjouir parce que nous avons connu de très bons résultats. Bien sûr, on devrait encore faire quelques efforts pour atteindre 100%. Mais au CEP, nous avons atteint 90%. Au First School, pareillement. Donc il nous manque un gap de 10% pour faire un résultat de perfection. Nous remercions tous nos collaborateurs et nous travaillons pour que l'an prochain, nous atteignions les 95%. En présent au nom du gouverneur de la région du Sud, l'inspecteur général des services a exhorté la communauté éducative à redoubler d'ardeur au travail tout en les appelant à une redynamisation de leur stratégie pour une année scolaire réussie. Nous vous l'annonçons également en titre et notamment en rapport avec le championnat national Elite One qui définitivement et progressivement vers son terme et à l'occasion, la 21e journée a livré son verdict pour ce qui est de la poule A. La poule B est définitivement close. L'essentiel à retenir, c'est qu'il y a encore
de l'espoir pour l'Union sportive de Douala, le club aux millions de supporters qui devrait encore cravacher dur pour arracher une place définitive pour l'Elite One au Cameroun. Dans le même temps, AS Fortuna termine leader de cette poule A. Les précisions de John Pitonka. L'Union sportive de Douala a une dernière chance pour convaincre et rester en première division camerounaise. C'est l'enseignement de la 21e journée dans la poule A, disputée ce 25 septembre dans les stades de la République. En effet, les Nassara Gamakai se sont imposés face à Dragon de Yaoundé sur le score d'1-0. Une victoire importante donc, qui donne encore un maître espoir aux verts et blancs de la région du littoral. Du reste, bonne nouvelle pour Avion Dunkam qui jouera l'Elite One la saison prochaine. Le club Dunkam a abattu dans la facilité le bon dernier FC Yaoundé 2. Score de la partie, 3-1. Fovu de Baham dans le duel du sommet du classement s'est incliné à domicile, confirmant l'hégémonie de AS Fortuna qui s'impose donc sur le score de 3-2. Stade Renard de Melon n'a pas tremblé face à PWG de Bamenda. Score final 1-0. Bambutos de Mbouda a été sans pitié face à Diko FC de Bandioun. Victoire des Mangwa Boys sur le score de 2-0. A noter que Edding Sport de la Ligue était exempt pour cette 21e journée. Au classement, AS Fortuna creuse un peu plus l'écart et sera sans doute le champion de la poule A avec 39 points et bien installé au premier rang. À la deuxième position du classement, Fovu de Baham à 33 points, Bambutos FC de Mbouda 32 points 3e. Le quatrième est Stade Renard de Melon avec 30 points. Même nombre de points PPWG de Bamenda déjà sauvé 5e. Au 6e rang, Diko FC de Bandioun est également à l'abri avec 24 points, 27 points pour Avion Dunkam, sauvé des eaux, bien installé au 7e rang, là où il faut encore batailler. Edding Sport de la Ligue qui est 8e avec 19 points, même nombre de points pour Dragon de Yaoundé, 9e. L'Union de Douala arrive au 10e rang avec 18 points. Et le bon dernier Yafoot, condamné à jouer en 2e division la saison prochaine, n'a que 10 points et est classé 11e. Une avant-dernière journée donc qui redistribue les cartes. Et le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour la 22e journée, une dernière journée de tous les enjeux. À l'international, nous parlons de la guerre qui sévit en Éthiopie, notamment en Tigré. Cette guerre mobilise de nouvelles recrues. Chacun ou chacune veut à tout prix défendre l'intégrité. Ces nouveaux venus de l'armée éthiopienne ressemblent aux soldats parfaits. Cette revue d'effectifs, bien orchestrée, montre une troupe fière de son pays, prête à tout pour suivre les ordres de mobilisation. Les personnes sont déplacées de leur maison, y compris des enfants et des personnes âgées. Quand vous voyez cela, cela vous motive à aller vous battre. Ce qui nous a poussés à rejoindre la guerre, ce sont les atrocités qui ont été commises. Nous voulons éliminer cette junte. Le conflit s'étend en Éthiopie. Les rebelles tigréens se renforcent et ont constitué un regroupement avec les rebelles de l'Oromia, plus grande région du pays. Alors le gouvernement en a appelé le 10 août à toute la population. Un signe de faiblesse? Non, bien entendu, répondent les autorités. Il s'agit plutôt de repousser toutes les forces rebelles, de l'intérieur et de l'extérieur. Les forces étrangères se battent également contre nous, y compris les États-Unis et d'autres pays étrangers qui soutiennent cette guerre depuis l'arrière de manière inappropriée. Tous les Éthiopiens le savent clairement. Le gouvernement propage l'idée d'une menace globale. À la manière des guerres du XXe siècle, ces artistes sont eux aussi mobilisés. Devant des hauts fonctionnaires sur cette place d'Addis Abeba, ils dansent, ils chantent pour des spectacles qu'ils vont jouer bientôt devant les troupes. Autrefois, nos musiciens allaient sur le champ de bataille pour motiver et divertir les soldats. Notre rôle est d'encourager, de motiver et aussi de donner du courage à ceux qui ont peur. Mais la peur, elle se lit aujourd'hui dans les yeux des réfugiés. Ceux-là sont issus d'une minorité ethnique menacée par les forces gouvernementales et forcés à fuir vers le Soudan. Les réfugiés en Éthiopie seraient 2 millions. Les Nations Unies alertent sur l'urgence alimentaire et la famine en cours, notamment dans le Tigré.
Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage sur le Tigré que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. 308 sur le bouquet Canal 7. Bonsoir à toutes et à tous.